Pourquoi les arts divinatoires, ça fait 3000 ans et quelques que ça existe, hein? Parce que en fait, l'humain, il a besoin de savoir. Le cerveau déteste l'incertitude, en fait, et le cerveau a besoin de savoir. Lors de mon dernier reportage sur la course à pied, je suis tombée sur une phrase, une expression latine écrite sur le mur du préparateur mental que j'avais rencontré. Temet nosce. Sur le moment, ça m'a paru familier sans que je sache vraiment pourquoi, et puis j'ai compris. On la retrouve aussi dans Matrix, au-dessus d'une porte justement. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Depuis, cette phrase, elle est restée avec moi. Elle dit quelque chose de très simple et de très actuel à la fois. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à mieux se comprendre. Astrologie, numérologie, human design, méthode DISC. Il existe une multitude d'outils pour répondre à une même question, qui suis-je? C'est pas nouveau de chercher du sens, hein, mais la manière de le faire, elle a changé. Avant, on s'appuyait sur des repères collectifs, des cadres, des institutions. Aujourd'hui, on va vers des systèmes plus individuels, plus accessibles et plus personnalisés. L'idée, c'est ni de juger ni de promouvoir, mais de comprendre ce que ces pratiques racontent de notre époque et de nos besoins intimes. J'avoue, c'est un petit peu casse-gueule comme sujet, mais je suis convaincue qu'il y a matière à faire un reportage. Alors je suis allée voir les outils pour mieux se comprendre. Au milieu de tous ces outils, une question reste. Est-ce que l'on cherche vraiment à se connaître ou est-ce qu'on cherche à être rassuré? Parce que derrière les profils, les thèmes, les interprétations, il y a toujours quelqu'un qui traduit. Alors comment on interprète une vie à partir d'une date, d'une heure ou d'un lieu? Qu'est-ce qu'on projette? Qu'est-ce qu'on révèle? Et surtout, qu'est-ce que les gens viennent vraiment chercher? C'est comme ça que je suis arrivée chez Christelle, hypnothérapeute et astro-coach. Les gens, ils vont faire un voyage et parfois ils font appel à un guide touristique. Alors moi, je peux dire que je suis de ce guide qui va les accompagner dans leur chemin de vie, dans leur histoire, de comment est-ce que ça peut être, comment est-ce que ça peut être mieux, les mettre en garde sur certaines choses. Qu'il peut se passer des trucs, mais justement, quand on le sait à l'avance, c'est toujours plus simple. Le cerveau a besoin de savoir. Alors, l'astro-coaching, c'est d'abord de l'astrologie, l'étude d'un thème astral, mais version coaching. C'est comme si au moment de la naissance, en fait, on figeait le ciel et on prenait une photo du ciel, du positionnement des planètes dans ce ciel-là. Et ça peut nous servir de carte de chemin de vie, de carte routière, en fait, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on est amené à faire, de comment est-ce qu'on est amené à évoluer. Et donc dans la version coaching, c'est-à-dire que la lecture d'une carte astrologique, c'est pas quelque chose il n'y a pas de fatalité dans une carte natale. Des fois on dit force à toi, t'es pas né sous la bonne étoile. Mais en fait tout ça veut rien dire finalement. Et dans ce coaching, c'est proposer aux gens, c'est un échange en fait entre le consultant et moi, dans comment est-ce que cette personne fonctionne dans sa vie. Et moi, au travers de la lecture du thème astral, c'est de proposer aux gens de fonctionner différemment, c'est-à-dire de se servir de façon optimum de l'énergie des planètes qui lui sont proposées. Alors la carte du ciel, c'est un cercle avec différentes maisons, on parle de maisons astrologiques, et tout autour de ce cercle-là sont positionnées des planètes. C'est un petit peu comme si l'astrologie, le thème natal, c'était une scène de théâtre dans lequel des acteurs vont jouer. Et les acteurs, ce sont les planètes. Et donc ces planètes, elles vont jouer, elles vont avoir une influence dans différents domaines de notre vie. Ce sont des propositions. Quand on fait une certaine lecture d'une carte astrale, ça va impliquer des changements et les gens ne sont pas toujours prêts à ce changement. Alors il faut un petit peu le temps que ça mijote et puis à un moment donné, ça devient possible pour eux de mettre en place ce changement-là. Finalement l'astrologie ça existe depuis la nuit des temps. Avant il n'y avait rien, il n'y avait pas internet, ils n'avaient rien en fait, ils n'avaient que la position des planètes, des étoiles dans le ciel. Après c'est tombé dans le domaine du charlatanisme, comme l'hypnose, comme d'autres, comme le tarot en fait, le tarot divinatoire, tout ça c'était des choses qui existaient mais qui sont parties, c'était pas prouvable.
Donc il y a eu toute cette période d'époque des Lumières où tout ce qui n'était pas prouvable n'était pas vérifiable et n'existait pas, ne pouvait pas exister. Et puis là, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont continué de perdurer ces connaissances-là. Et après, ça c'est devenu un outil de connaissance de soi, de développement personnel. On pourrait croire qu'il y a deux façons de regarder les choses. D'un côté, ceux qui cherchent à expliquer, les pragmatiques, de l'autre, ceux qui cherchent à donner du sens, les sensibles. Mais en réalité, c'est souvent plus mélangé que ça. On peut être très rationnel et avoir quand même besoin de sens. Et on peut chercher du sens sans lâcher complètement le réel. Bref, j'ai voulu comprendre ce moment où les choses sont plus tout à fait aussi séparées. Je suis donc allée voir Emmanuel, médecin formé à observer, à expliquer, et pourtant il a consulté Christelle pour son propre thème. Et dans sa vie, il tire aussi les cartes, il pratique le tarot et la géomancie. Des outils très différents qu'il utilise chacun à sa manière. Je pratique le tarot de Marseille en utilisant uniquement les 22 atouts, c'est-à-dire les 22 ce qu'on appelle arcanes majeures. Outre l'intérêt de tirer les cartes, on va dire, il y a vraiment pour moi un intérêt historique et culturel, parce que je me dis qu'on a des philosophies, on va chercher à l'autre bout de la terre, en Inde ou au Mexique, des chamans, etc. Et c'est très bien, mais on a en fait une culture occidentale philosophique, philosophico-hermétique, on va dire, qui est incroyable et d'une richesse incroyable. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Connais-toi toi-même. Le cerveau a besoin de savoir. Je suis médecin et scientifique. Moi, ma spécialité, c'est l'anesthésie. Il se trouve que plus jeune, j'ai été toujours très curieux et je me suis ouvert à plein de choses. À l'astronomie, par exemple, là, j'apprenais les constellations, mais aussi à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Bon, après, j'ai fait mes études, j'ai été plutôt concentré sur le côté médical et scientifique. Et puis, il se trouve que j'ai été rattrapé moi aussi par les problèmes de la vie, on va dire. Hein, chacun son lot. J'ai pas la palme, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de partagé par beaucoup de gens. Mais quand on les vit, effectivement, c'est difficile. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là, particulièrement de traumatismes, de difficultés de la vie, eh bien qu'on est un peu en quête de réponses, parce qu'en fait, les questions qu'on se pose, on n'a pas les réponses. Et c'est vrai que c'est pour ça en fait que j'ai consulté Christelle, parce que ce que j'aimais bien dans son approche, justement, c'était une approche de conseil et non pas une approche de Nostradamus, on va dire, c'est-à-dire l'utilisation de l'astrologie comme un outil de connaissance de soi. En fait, c'est beaucoup plus une exploration psychologique de ses forces et de ses faiblesses, et vraiment des points à développer pour aller encore plus loin et encore plus s'épanouir, et des points de vigilance à travailler pour justement limiter les dégâts, si je veux dire, ou en tout cas limiter les souffrances, limiter on a tous, et justement ça c'est très jungien, on a tous notre part d'ombre et de lumière, et en fait l'idée c'est ok d'aller développer la lumière, mais aussi d'affronter sa part d'ombre, et puis une fois qu'on la connaît, on peut peut-être la maîtriser en fait. Voilà. Donc quand j'utilise par exemple le tarot pour des gens qui ne connaissent pas forcément ou qui veulent découvrir, le mot qui revient généralement c'est bluffant, quoi, tu vois, voilà, c'est bluffant. Et pourquoi c'est bluffant? Parce qu'en fait, même moi ça me surprend toujours, mais c'est tellement juste à chaque fois. Alors après, est-ce que c'est l'effet Barnum? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, tu ouvres une carte, c'est un archétype, ça parle à la personne, ça touche quelque chose, et donc la personne va te parler de ce que ça fait résonner chez elle. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe et on peut aller au fond des choses, en fait. Avec Christelle, on est dans une lecture, une interprétation. À partir d'un thème, de symboles, on vient raconter quelque chose de la personne. Mais en creusant, je me rends compte qu'il existe d'autres outils plus récents, plus structurés aussi. Des outils qui ne se présentent pas seulement comme une lecture, mais presque comme un mode d'emploi. Pas seulement qui tu es, mais comment tu fonctionnes. Comment tu prends des décisions, comment tu réagis, comment tu interagis avec les autres. C'est ce qu'on appelle le Human Design. Un système venu des États-Unis qui mélange plusieurs approches, astrologie, chakra, kabbale, et qui construit une sorte de carte très détaillée de chaque personne. Alors j'ai voulu comprendre ce que ça change quand on ne se contente plus d'interpréter, mais qu'on commence à se lire comme un système. Tu as le manifesteur, le générateur, le projecteur, le réflecteur. Donc c'est 4 façons de fonctionner, totalement différentes. Le cerveau a besoin de savoir. Connais-toi toi-même. Le design humain, c'est vraiment un outil de connaissance de soi.
un outil de différenciation. C'est-à-dire que chaque personne va avoir son propre mode d'emploi, mode de fonctionnement. Et en fait, c'est ce schéma-là, justement, qu'on va du coup analyser. Moi, quand quelqu'un vient me voir, donc c'est soit moi je l'intègre dans du coaching, soit je fais une lecture de cartes seule. Donc ça dure 1h30 à peu près. Je lui dis comment il fonctionne, comment il prend ses décisions, naturellement. D'accord. Comment est-ce que, quelles sont ses forces, quelles sont ses vulnérabilités, quels sont ses centres d'énergie et quels sont ses talents. Et donc du coup, comment est-ce qu'il est naturellement conçu pour fonctionner. En design humain, on dit qu'il faut 7 ans pour enlever vraiment tout ce qu'on nous a appris. L'éducation, les expériences, etc., l'entourage. Et il faut 7 ans pour vraiment déconstruire tout ce qu'on nous a un peu obligé de faire et d'être pour vraiment se révéler. Quand je fais des lectures, il y en a qui me disent non, je ne me reconnais pas, c'est pas moi. Parce que dans le design humain, il y a un côté personnalité, donc on se voit, et il y a un côté inconscient, donc conscient, on se voit, et inconscient, c'est les autres qui nous voient comme ça. Et nous, on ne le voit pas. On fait vraiment un exercice d'introspection et je vais creuser un petit peu où est-ce que tu ne te vois pas, comment tu fonctionnes en règle générale. Et puis, on essaye effectivement de construire et d'enlever un peu toute cette couche d'oignon qui a fait qu'on ne se voit plus tel qu'on est. On voit bien que la société elle a besoin de se comprendre, de voir comment est-ce qu'elle fonctionne, d'avoir plus de sens aussi dans ce qu'elle fait, savoir si c'est la bonne voie aussi qu'elle prend, parce qu'avec le design humain, on a aussi notre chemin de vie, notre mission de vie, qu'on peut comprendre, où on travaille dessus. Alors c'est pas avant 45-50 ans, faut pas non plus se dire allez hop, j'ai 25 ans, je veux bosser sur la mission de vie, c'est pas possible. On a d'autres choses à faire et d'autres choses à expérimenter quand même avant. Donc non, on sera pas. Pour moi, en tout cas, on ne pourra pas, en une seule vie, en tout cas, vraiment se connaître entièrement. Mais déjà, se connaître une grande partie, c'est déjà pas mal. Au fil de ces rencontres, quelque chose apparaît. Des pratiques différentes, des langages différents, des méthodes différentes. Mais une même question revient toujours. Comment mieux se comprendre ? Alors au-delà des outils, des croyances, des méthodes, j'ai besoin de prendre du recul. Comprendre ce que tout cela raconte de notre époque, de notre rapport à l'identité, à l'incertitude et aux besoins de sens. J'ai rendez-vous avec Elvire Bornand, sociologue. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes personnels, mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre sur cette planète ? Et il n'y a pas de combat plus existentiel que de se dire je vais faire en sorte que ma vie demain ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Le cerveau a besoin de savoir. Connais-toi toi-même. Ce qu'on observe aujourd'hui dans l'essor des pratiques de développement personnel, c'est qu'elles répondent fondamentalement à une incertitude. Et je pense qu'il faut partir de là pour pouvoir se dire pourquoi moi-même j'ai besoin de répondre à mon incertitude. Et on peut avoir besoin de croyances, c'est-à-dire d'une forme de destin. J'ai besoin, dans cette situation d'incertitude, de croire que ce qui m'attend est meilleur que ce que je vis ou que les questions que je me pose trouveront leur réponse plus tard. Mais il y a aussi des personnes qui vont plutôt être en recherche d'explication et de compréhension. C'est-à-dire, je veux pas une promesse que demain sera meilleur, je veux qu'aujourd'hui, on me donne des outils pour améliorer des choses dans ma vie. Et donc, il y a un côté très pragmatique du développement personnel et un côté spirituel du développement personnel qui se côtoient. C'est très intéressant de se demander si le développement personnel, on le mobilise à un moment de sa vie pour la sécuriser, pour se dire voilà, je veux faire face à l'incertitude, je veux me stabiliser, ou si on l'utilise pour se projeter dans un processus narratif et j'ai envie de dire stratégique, c'est-à-dire penser aujourd'hui ce qu'on veut faire advenir dans le futur plus largement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt j'ai pas envie d'être rassurée par le fait qu'on me dise que ma vie ressemble à celle des autres. J'ai envie d'être rassurée par ma singularité, j'ai envie d'être rassurée par le fait que j'ai un destin et j'ai surtout envie d'être rassurée sur le fait que ma vie est cohérente à l'échelle individuelle.
et donc que je peux me raconter du début de ma vie à la fin de ma vie à travers un chemin. Alors un chemin qui peut être sinueux, mais où des formes de développement personnel vont d'ailleurs être là pour expliquer pourquoi est-ce qu'on rencontre des obstacles, pourquoi est-ce qu'on bifurque, mais en tous les cas, on recherche une cohérence à l'échelle de soi-même plutôt qu'une cohérence à l'échelle de la société. Penser qu'on va mettre qu'une ou deux couleurs le reste de notre vie parce que c'est celle qui nous révèle à nous-mêmes et aux autres, ou se dire « Ah, ben, j'ai appris que j'avais tel type de personnalité, donc même si j'avais envie de faire ça, je vais pas y aller parce que ça n'a pas l'air cohérent avec le profil auquel j'appartiens ». Si on entre dans le développement personnel par la singularité, il faut s'assurer qu'on en sort par la singularité et qu'on ne se laisse pas complètement absorber par un modèle auquel on s'efforce d'appartenir coûte que coûte. Je pense qu'il faut avoir une forme de vigilance face aux trop grandes promesses parce qu'elles peuvent emmener sur un volet plus sectaire et un enfermement en fait sous couvert de promesses d'être révélé à soi-même. Mais il y a aussi des formes de développement personnel qui vont être outillantes, qui vont permettre à chaque personne à un moment plutôt difficile de sa vie. J'ai l'impression qu'on se dit pas mais tout va tellement bien, il faut que je fasse appel au développement personnel. J'ai plutôt l'impression qu'on se dit je sais pas trop par où le prendre, mais je suis pas satisfaite de ce que je vis et j'ai envie de comprendre de quoi je suis pas satisfaite et comment je peux faire en sorte de sortir de cette situation. Il y a autre chose pour moi dans le développement personnel, c'est que ça vient dire, et c'est pas du tout la faute du développement personnel, il en est le révélateur, mais on est en train d'atomiser les individus. Vraiment atomiser au sens de réduire chacun à sa plus petite version de lui-même, sa version la plus singulière, et ça c'est une responsabilité monstre. Parce que si le développement personnel me dit comment améliorer les choses, ça va m'aider, mais à un moment, je suis plus responsable de tout ce qui m'arrive. On ne peut pas laisser penser chaque personne qu'elle doit trouver par elle-même, pour elle-même, toute seule, tout ce qui va lui permettre d'affronter les incertitudes de la société. Avant, on se définissait beaucoup avec des cadres collectifs, un métier, un rôle, une place. C'était assez clair, parfois un peu rigide, mais clair. Aujourd'hui, ces cadres ont bougé. On est beaucoup plus sur du sur-mesure, du personnel, du « dis-moi qui je suis, moi, maintenant ». Et au milieu de tout ça, il y a un truc qui me frappe. On change les méthodes, mais on garde la même obsession, se comprendre, se décrypter, se trouver. Et peut-être que la vraie tension est là, entre ce qu'on est et ce qu'on croit être et ce qu'on essaie de devenir. Alors du coup, est-ce que tous ces outils nous aident vraiment à mieux nous connaître ou est-ce qu'ils nous donnent juste l'impression que c'est possible ? Honnêtement, j'ai toujours pas la réponse, mais je trouve qu'on a quand même bien avancé, vous et moi. Le cerveau a besoin de savoir. Connais-toi toi-même.